Bienvenue dans la saison 2 d'Akiba Plat, le podcast local à l'accent chantant pour cultiver le bien-être et la joie de vivre au quotidien. Je suis Audrey Boyer, sa fondatrice et actuellement en dernière année de formation de naturopathie. Ici, retrouvez des interviews avec des professionnels des métiers du bien-être, des hors-séries comme le projet de Vive Voix où je suis allée à la rencontre de personnes âgées ou encore des épisodes en solo. Pour soutenir le podcast, vous pouvez le partager autour de vous, mettre 5 étoiles ou un pouce sur les plateformes d'écoute, ou bien encore faire un don sur la cagnotte Litchi. Tout soutien à cette aventure est le bienvenu. Et maintenant, place à votre nouvel épisode. On souhaite le meilleur pour nos enfants, à commencer par une bonne santé. Mais, pris dans le tourbillon du quotidien, il n'est pas toujours facile de se pencher sur la question. Pourtant, les habitudes prises dans l'enfance sont fondamentales pour la suite. Par exemple, une alimentation variée et riche en fibres mise en place dès le plus jeune âge peut permettre aux enfants de développer un bon microbiote, partenaire d'une immunité solide. Pour nous aider à y voir plus clair, j'accueille aujourd'hui Camille Langlais, naturopathe spécialisée en naturopédiatrie et elle-même maman de 4 enfants. Faire preuve de pédagogie au quotidien, organiser des temps de relaxation avec les tout-petits au moment du coucher, ou encore les faire participer à la préparation des repas, elle nous donne ses astuces pour prendre soin de ses enfants au naturel. Alors bonjour Camille. Bonjour Audrey. Je suis vraiment ravie de te recevoir dans Akiba Plat podcast. Alors pour la petite histoire, nous on s'est connus sur les bancs de notre école de naturopathie, le Sénato à Paris. Et donc justement, je fais une petite exception dans ce podcast vu que normalement c'est un podcast 100% local Occitanie, mais là je me suis dit c'est trop bête en fait, juste parce que tu n'es pas en Occitanie de ne pas t'interviewer. Donc voilà, c'est pour ça que aujourd'hui je t'ai invité dans ce podcast et tu vas nous parler de naturopédiatrie, mais avant ça, je voulais donner un petit peu 3 faits sur toi pour que les gens apprennent à te connaître avant que tu te présentes. Donc tu es juriste, tu es maman de 4 enfants et tu es donc en dernière année de formation pour devenir naturopathe. Est-ce que tu pourrais te présenter plus en détail et nous dire aussi comment on passe d'un métier du droit à de la naturopathie? Déjà, merci Audrey pour ton invitation. Je suis très honorée d'être sur ton podcast. Même si je ne suis pas en Occitanie, c'est vrai, on ne peut pas avoir toutes les qualités. Donc effectivement, je suis maman de 4 enfants. Je vais commencer par ça parce que c'est quand même le rôle d'une vie. On ne peut pas démissionner en cours de route. Donc j'ai 2 garçons qui ont 12 ans et puis un petit bébé de 6 mois. Et 2 filles qui ont 9 ans et 5 ans. Avant ça, avant quand même, j'ai fait des études juridiques et du droit social plus particulièrement. Et je m'étais spécialisée dans la défense des salariés. Alors c'est un métier que vraiment j'ai exercé avec beaucoup de passion. Et j'ai fait du droit avec l'idée je considérais que j'avais de la chance de faire ces études, de connaître toutes ces choses-là. Et donc mon idée c'était de transmettre ma connaissance à ceux qui n'avaient pas eu cette chance-là. Et donc c'est un métier que j'ai beaucoup aimé, j'ai travaillé dans beaucoup d'endroits, j'ai appris plein de choses, c'était vraiment chouette. Mais au bout d'un moment, c'est un métier dans lequel j'ai plus du tout cru. J'ai vu l'évolution législative dans notre pays, tous ces changements, les changements de réglementation successifs avec les différents gouvernements, plein de choses qui ont fait qu'au fil du temps, je considérais qu'il n'y avait plus rien à espérer de ce système, du moins du système politique, et j'ai voulu me tourner vers autre chose. C'est quand même pas facile d'entamer une reconversion, surtout quand on a une vie de famille. Et parallèlement à mon travail, ça faisait quand même des années que je m'intéressais à la santé naturelle. Et j'y suis venue par différents événements de vie, on va dire. Déjà parce que mon père est malade, il a une maladie de Parkinson. Donc ça a été lui-même dans le traitement de sa maladie. Il s'est posé différentes questions et il s'est tourné aussi vers des médecines naturelles. Et donc ça c'est le premier événement de vie qui m'a fait m'interroger, me poser des questions et aller voir un peu autre chose. Et le deuxième, ça a été la naissance de mon premier enfant qui est arrivé, j'ai eu une césarienne en urgence pour souffrance fœtale. Et voilà, sans que j'aie avoir aucun problème au préalable sur ma grossesse. Du coup, je me suis beaucoup interrogée. Et puis, quand on a des enfants aussi, on se pose des questions, on veut toujours le mieux pour eux. Donc, je me suis aussi tournée vers beaucoup de médecine naturelle
Et puis, à un moment, j'ai fini par me décider et à franchir le cap. Ça fait longtemps que j'avais envie de faire cette formation. Et un jour, c'est devenu possible. Et donc là, je suis vraiment contente parce que j'adore la naturo. C'est vraiment une passion. Et j'ai beaucoup de joie à retrouver la promo, à aller au Sénato. Donc ça, c'est vraiment super. Et puis finalement, quand je réfléchis à mon parcours, je trouve qu'en fait, il n'y a pas une si grosse différence entre le métier de juriste comme moi je l'exerçais et celui de naturopathe, parce qu'en fait, dans les deux cas, c'est de la transmission de connaissances. Voilà. En fait, quand on est naturo, on va donner une information au consultant, à celui qui va venir nous voir, des informations que ce soit sur l'alimentation, le fonctionnement du corps, l'activité physique, afin que lui, il adopte la meilleure hygiène de vie, celle qui lui sera le plus bénéfique. Et en fait, quand on est juriste, on donne une information sur la réglementation par rapport à un problème concerné à une personne, et pour que cette personne, en fait, elle prenne des décisions au mieux de ses intérêts, qu'elle préserve au mieux ses intérêts. Et donc finalement, la posture, elle est assez similaire, sauf que c'est une matière différente, on va dire, quoi. D'ailleurs, j'ai appelé mon compte Instagram Les Lois Naturelles parce que pour moi, je trouve que en étant naturopathe, finalement, je remonte presque à la source dans le sens où pour être bien pour profiter de ses droits, être bien dans son travail, connaître ses droits, pour ça, il faut quand même être bien dans son corps. Et pour être bien dans son corps, c'est mieux d'être en santé, quoi. Et justement, est-ce que tu peux nous donner, toi, ta propre définition de la naturopathie ? Il y a une définition que j'aime beaucoup, que j'ai déjà partagée, mais je trouve qu'elle résume assez bien ce que c'est. C'est une définition de Christian Limoges, qui est un naturopathe qui a fondé son école d'ailleurs de naturopathie à Montréal, au Québec, qui dit que la naturopathie enseigne comment vivre sainement, comment prendre soin de soi et de notre environnement, comment optimiser notre santé physique, psychique et spirituelle par des moyens naturels. J'aime beaucoup cette définition. Mais au-delà d'une définition qui est assez théorique, je trouve que, moi je dirais que la naturopathie, en fait, c'est quand même un concept d'auto-guérison, de force vitale. On a des ressources dans notre corps et il faut les laisser faire. Il faut laisser faire la nature, c'est ce qu'elle sait faire de mieux. Je trouve que l'exemple de la fièvre est assez bien parlant, notamment pour les enfants. Il y a une infection, il y a un virus, il y a quelque chose, le corps a ses mécanismes, il les déclenche pour résoudre le problème, la difficulté à laquelle il est confronté. Et ce que je trouve aussi intéressant dans la naturopathie, c'est l'idée de responsabilisation individuelle. Et ça, c'est un concept qui me tient à cœur. En fait, on doit mettre de la conscience sur nos comportements et savoir que ces comportements, qu'ils soient alimentaires, divers comportements qu'on peut adopter dans la vie, ils vont avoir des conséquences sur notre santé. Et donc c'est important d'en prendre conscience déjà dans un premier temps, et éventuellement après, si on peut arriver à les modifier pour aller vers une meilleure santé, quoi. Et ce que je trouve aussi de fantastique dans la naturo, c'est qu'en fait, elle permet de lire sur le corps. En fait, on apprend, quand on est naturopathe, grâce à la naturopathie, on apprend à lire et à déchiffrer les messages que le corps nous envoie. Donc aujourd'hui, je pense que c'est vraiment une médecine à part entière, qui a vraiment toute sa place aux côtés de la médecine allopathique conventionnelle et qui devrait faire partie d'un système de santé intégratif. J'espère que ça sera le cas prochainement. En tout cas, c'est déjà le cas dans des pays assez proches de nous. Pas encore en France complètement, mais on y viendra. Tu parlais de la fièvre pour les enfants. Comment en fait la naturopathie peut aussi accompagner les enfants, parce que là on pense par exemple à des adultes qui auraient pris tel ou tel chemin, qui auraient telle ou telle habitude, mais en fait comment dès l'enfance la naturopathie peut aussi accompagner les enfants, les bébés et du coup les parents aussi qui ont en charge entre guillemets ces enfants-là. Il y a deux choses. Déjà, on peut voir que les enfants peuvent malheureusement avoir très tôt et de plus en plus aujourd'hui une mauvaise hygiène de vie. On voit moi je vois des petits en maternelle qui ont déjà beaucoup de caries parce qu'ils peuvent s'endormir avec un biberon avec du lait, ils prennent déjà trop de produits sucrés, ils boivent du soda. Rapidement, je vois au collège, il y a aussi beaucoup d'enfants qui sont déjà en surpoids.
Donc malheureusement, cette hygiène de vie, une mauvaise hygiène de vie, elle peut être adoptée déjà très tôt, parce que finalement, c'est l'hygiène de vie des parents qui est calquée, et enfin voilà, les parents, les enfants ont la même hygiène de vie que leurs parents, quoi. Il y a ça déjà. Et puis, en fait, les bonnes habitudes, le mieux, c'est de les prendre très tôt. Comme ça, il n'y a pas de changement à opérer plus tard et de nouvel apprentissage. On voit bien que quand on a cuisiné, on a vu ses parents cuisiner, qu'on a mangé des plats qui sont faits maison pendant toute son enfance, bah c'est sûr que plus tard, on sait faire la cuisine, on sait éplucher un poireau, on sait cuire ses légumes, il n'y aura pas de questionnement là-dessus, quoi. Mais au-delà de tout ça, il y a quand même des spécificités sur la physiologie même des enfants. Et c'est ça qui va être intéressant à étudier. Parce que, par exemple, on a bien en tête que le développement cérébral des enfants, il n'est pas mature. Hein. On sait bien qu'ils ne vont pas gérer leurs émotions comme les adultes, en termes d'apprentissage, de concentration, tout ça. Mais on a peut-être moins en tête que petit, le bébé, son système immunitaire n'est pas encore mature, ou son système digestif, qu'il peut avoir trop de protéines, ça va être lourd à digérer pour un bébé, qu'il faut... Enfin voilà, la répartition des repas, des choses comme ça. Et donc il y a quand même des spécificités à avoir en tête. Et puis comme c'est une période au cours de laquelle ils grandissent beaucoup, ils font face aussi à toutes les maladies infantiles, c'est bien de savoir en fait, de connaître ces maladies, savoir l'utilité qu'elles ont aussi, qu'elles permettent à leur système immunitaire de se développer, qu'elles sont bénéfiques en fait pour les enfants. Souvent, on sait que les maladies infantiles, elles sont pas très graves dans l'enfance, mais qu'elles peuvent être beaucoup plus graves à l'âge adulte. Tu as choisi, tu as fait une formation supplémentaire en naturopédiatrie. En quoi cette formation-là, elle est complémentaire peut-être à la formation que tu as au Sénato? Et aussi, pourquoi tu as choisi de te spécialiser dans cette voie-là? C'est complémentaire, je vais reprendre un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, dans le sens où tu vas vraiment étudier les spécificités des enfants. Après, tu peux te poser des questions. Exemple, on sait que les huiles essentielles, globalement, souvent on dit non pas en dessous de 7 ans. Bon, finalement, c'est vraiment une précaution générale. Mais quand tu regardes, il y a des huiles que tu peux utiliser, il y a des précautions à prendre sur certaines, d'autres que tu peux utiliser sans difficulté. Qu'est-ce que tu vas faire pour un petit bébé qui tousse, tu vois? C'est pas forcément la même chose que pour un adulte. Il y a toutes les spécificités physiologiques, les maladies infantiles comme je disais tout à l'heure, et puis des petits remèdes pour des pathologies courantes, comment on nettoie son nez pour un bébé, des choses comme ça, quoi. Et pourquoi moi je m'y suis intéressée? Très égoïstement, dans un premier temps, parce que comme j'ai 4 enfants, on va pas se mentir que quand ils sont malades, c'est pas cool, pour plein de raisons. Donc voilà, c'était déjà important pour moi. Et puis finalement la santé, ça commence dès la grossesse même la préconception. Donc il y a la grossesse et puis bébé, l'allaitement quand c'est possible et souhaité, et la petite enfance. Il y a vraiment plein de choses à faire, et je trouve que pour être un adulte en santé, c'est bien d'avoir déjà des petits ces informations-là. Et par ailleurs, pour les parents, en tant que parents, il y a des choses pour lesquelles, pour nous-mêmes, on ne prête pas forcément attention, on n'est peut-être pas prêt à faire l'effort, mais quand ça concerne nos enfants, là, on est prêt à bouger, par contre. On peut accepter des choses. Voilà, on est souvent prêt à beaucoup plus pour ses enfants que pour soi-même. Donc tu penses que le fait d'avoir un ou plusieurs enfants, ça amène aussi certaines personnes, certains parents à avoir envie d'aller vers des choses plus naturelles, comme tu dis, de se poser plus de questions. Incontestablement. Ça fait bouger beaucoup de choses. C'est sûr, c'est un avant-après. Déjà avoir un enfant, ça renvoie souvent à soi-même, à sa propre enfance. On est un peu mis au niveau de ses propres parents, on devient parent comme ses parents. Donc ça peut être révélateur de beaucoup de changements dans une vie. Et puis j'aime bien aussi cette idée de te dire, oui, en naturopathie, de façon générale, on accompagne généralement des adultes, donc là on fait de la prévention, etc. Mais cette idée de se dire, la prévention,
l'hygiène de vie pourrait commencer, comme tu dis, dès le plus jeune âge pour qu'après ces bonnes habitudes puissent perdurer et qu'en fait la personne reste en santé tout au long de sa vie, quoi. Mais elle commence dès le plus jeune âge. Et puis aussi, faut bien avoir en tête que c'est un marché, hein, le marché de la petite enfance au niveau de société de consommation. Quand on voit tous les produits préparés qu'il y a, les préparations à mettre dans les biberons, un enfant un bébé qui sera pas allaité, les laits en poudre qu'on appelle préparation pour nourrissons, le choix qu'il y a, comment s'y retrouver là-dedans. Et en tant que parent, on peut aussi être complètement démuni face à toutes ces propositions. Et on ne sait pas, on veut le mieux pour son enfant, donc surtout quand c'est un premier enfant. On n'a pas de recul et puis on a tendance un peu à un petit peu prendre pour acquis ce qu'on va nous dire et on n'est pas forcément bien accompagné. Et en ce sens-là, la naturopathie est vraiment d'une grande aide. Alors au quotidien, est-ce que toi tu peux nous dire comment tu t'organises pour jongler entre les cours au Sénato, ton travail, ta vie de famille, voilà, comment tu fais? Est-ce que tu aurais des conseils à donner aux personnes qui sont dans le même cas que toi, qui ont une vie de famille, qui ont un travail, qui ont beaucoup de choses à faire aussi à côté? Et je pense par exemple tu vois, ne serait-ce que on parlait de cuisine pour faire à manger, sachant que voilà, si on veut cuisiner soi-même, etc., on peut peut-être penser que ça va prendre beaucoup de temps et qu'on n'a pas forcément tout ce temps-là. Donc, comment toi, tu t'organises au quotidien pour gérer tout ça? C'est quand même un challenge, hein. on va pas se mentir. Mais c'est pas impossible puisque je le fais, donc c'est pas impossible. Je dirais qu'il faut quand même avoir une bonne organisation. Après moi, mes enfants, ils sont pas trop rapprochés. J'ai quand même 2 grands qui m'aident beaucoup. Ça, c'est quand même important, faut le souligner. C'est un projet de famille, puisque clairement, quand je suis absente le week-end, c'est mon mari qui se retrouve avec les 4 enfants. Bon, il est quand même assisté de ma mère, qui est très présente et qui m'aide beaucoup aussi. Voilà, j'ai quand même une équipe derrière moi. Mais il y a aussi des décisions, c'est-à-dire que clairement, il y a des choses que je ne fais pas. Forcément, je peux pas. Les journées font que 24 heures, donc il y a des choses que je fais peu. Voilà, je sors très peu maintenant. Je regarde quasiment pas la télé. Je fais beaucoup de naturopathie, alors ça me passionne, donc c'est pas un problème pour moi. Mais quand tu parlais de l'alimentation, moi je sais que chez moi c'est quelque chose qui est très important, de faire bien à manger à mes enfants, pour moi c'est fondamental. Donc je dis pas que je m'autorise pas de leur faire un plat de pâtes, pas de temps en temps, bien sûr, des fois on fait ce qu'on peut. Mais voilà, pour moi c'est très très important. Donc forcément je décide de libérer du temps pour ça. Après, j'essaye aussi d'être vraiment à ce que je fais. C'est-à-dire que quand je suis en cours, j'essaye d'être au maximum en cours. Ça, je pense que c'est la première clé. Et quand j'y suis, je suis en cours. Voilà, je ne vais pas me préoccuper de ce qui va se passer chez moi dans la mesure du possible. Et j'essaye d'être concentrée au maximum. Voilà, ça fait vraiment la plus grosse part du travail. Et inversement, quand je suis à la maison aussi, parce que c'est vrai que c'est aussi difficile pour les enfants de me voir partir le week-end, donc j'essaye d'être vraiment présente avec eux. Mais d'un autre côté, ça leur montre aussi que tout est possible dans la vie, qu'on peut être une maman, avoir 40 ans et faire des études, avoir des devoirs à faire, comme au collège. Donc pour moi, c'est un bon enseignement pour eux. Dernière chose, je dirais la plus importante, avoir une hygiène de vie naturelle. Parce que, moi je le dis sur le ton de la rigolade, mais blague à part, clairement, c'est ce qui permet d'avoir de l'énergie. Avoir une bonne alimentation, un sommeil réparateur. Moi, aujourd'hui, j'ai un meilleur sommeil que celui que j'avais auparavant, quand j'avais 30 ans. Il n'y a pas photo, je dors beaucoup mieux. Même si je suis très souvent réveillée par les enfants, notamment par mon bébé. Mais ça n'a rien à voir. Donc ça donne de l'énergie et de la force pour attaquer ces journées. Et justement, pour revenir sur cette idée, parce que c'est quelque chose que j'entends beaucoup, moi, vraiment sur les repas. C'est vraiment le premier truc. Et justement sur cette notion de déjà ça va prendre du temps et en plus qu'est-ce qu'on va faire, tu vois.
Est-ce que toi, tu as des menus types, des choses, tu vois, que tu fais ou est-ce que, non, tu regardes ce que tu as dans ton frigo et tu arrives à composer un menu comme ça? Enfin, tu vois, pour donner un peu des billes aux gens qui sauraient pas trop par où commencer, quoi. Je vois très bien ce que tu veux dire. Alors moi, je n'arrive pas du tout à faire des menus types. J'arrive pas. Donc j'ai la chance d'avoir une ferme à côté de chez moi, bien qu'habitant en région parisienne, et une super ferme avec des légumes de saison et puis quelques fruits qui peuvent venir du sud de la France. Donc je fais mes courses là-bas une fois par semaine, mais c'est vrai que c'est une organisation, hein. Moi ça me prend 1 heure d'aller à la ferme, donc généralement j'emmène un de mes enfants, c'est un petit passage obligatoire, et je fais en fonction des légumes qui sont proposés. J'ai quelques livres de cuisine référence parce que quand on a internet, on se dit qu'on peut tout trouver sur internet, ce qui est vrai, sauf que en fait il faut savoir quoi chercher, et des fois on ne sait pas quoi chercher. Donc j'ai quelques livres de cuisine qui m'inspirent. Après, je fais enfin il y a beaucoup de choses que je fais qui reviennent, hein, et c'est vrai que c'est bien de s'inspirer aussi d'autres pratiques, mais je fais beaucoup de soupes. Je trouve que c'est quelque chose d'assez rapide, d'assez pratique, qui permet de faire manger beaucoup de légumes aux enfants. Je fais beaucoup de tartes aussi. Ça permet d'utiliser des farines différentes. Comme je fais toujours ma pâte moi-même. Après, ce sont des habitudes à prendre aussi, hein. Voilà, moi j'ai pris l'habitude. Aujourd'hui, je ne me verrais pas acheter une pâte en supermarché. Voilà. Pourtant, même si je l'ai fait avant, mais aujourd'hui, ça me paraît inconcevable. Et puis, des crudités en été, voilà, des choses assez simples, hein, finalement. Voilà, j'essaye d'apprendre aussi aux enfants, leur dire ce qui est bon pour la santé, c'est ce qui pousse dans les arbres, quoi. Donc, un pain au chocolat, non, ça pousse pas dans les arbres. Oui, c'est ça. C'est de revenir à des choses brutes, en fait. Et les faire participer aussi, parce que quand eux, ils ont participé, là, c'est drôle comme tout devient super bon. Ah oui, la soupe qu'on a fait avec maman, ou le gratin, le plat. Ah oui, c'est bon, puis tout le monde félicite celui qui a participé. Donc là, c'est encourageant, et voilà, quoi. Et puis, quand ils aiment pas, voilà, mangeront leur plat préféré au prochain repas, quoi. Mais c'est vrai que cette éducation à l'alimentation, à des produits bruts, etc., enfin, je trouve que c'est vraiment fondamental. Comme tu disais, c'est ça qui va permettre après même si, tu vois, au passage de l'adolescence, t'as un petit peu envie, en général, de manger un peu n'importe quoi, de manger des trucs super sucrés, de faire comme les autres et tout. Mais je pense que quand même, quand tu reviens à l'âge adulte, tu pars quand même avec toutes les bonnes habitudes que tu as eues dans l'enfance, et ça t'aide beaucoup pour la suite. Donc, c'est vrai que c'est fondamental. Oui, et puis tu vois, moi je suis pas non plus trop rigoriste, hein, mais je sais que mon fils qui a 12 ans, il aime bien aller des fois manger un grec avec ses copains. Bon, je lui dis ok, mais regarde, et souvent après il me dit ah maman, j'ai mal au ventre. Qu'est-ce que t'as mangé tout à l'heure? Ah oui, c'est vrai, j'ai mangé ça. Donc finalement il s'en aperçoit tout seul, et je trouve que ce qui est bien aussi, c'est de leur apprendre à poser de la conscience là-dessus, plus que de leur dire non, fais pas ci, fais pas ça parce que c'est pas bien. Non, tu le fais et puis tu verras comment tu te sens. De mes filles, parfois, quand elles mangent trop de bonbons, des choses comme ça, qu'il y a un anniversaire, elle va avoir mal à la tête. Et donc voilà, je lui dis qu'est-ce que tu as pu faire dans la journée qui fait que tu as mal à la tête. Et donc toute seule, elle va faire le lien. Et de même qu'aussi, je pense que des fois on se met des barrières en tant que parent en se disant non, ils vont pas aimer ci, ils vont pas aimer ça. Je pense aux graines germées par exemple. Je sais que une de mes filles, elle adore ça, elle trouve ça rigolo, elle aime bien en manger. Puis alors des fois il suffit que je leur en donne pas. Ah, qu'est-ce que tu manges maman, on peut goûter? Alors là tout de suite ils ont envie d'y aller. Alors que je pense que de prime abord c'est pas quelque chose qu'on va penser à donner aux enfants. On va se dire peut-être qu'ils vont pas aimer, et finalement on se met des propres limites tout seul, alors qu'en fait c'est pas du tout le cas. Et est-ce que tu aurais des petites choses naturelles, par exemple pour une problématique donnée que tu peux retrouver souvent dans l'enfance? Est-ce que toi tu as des petits conseils à donner?
Je dirais qu'il y a peut-être quelque chose qu'on rencontre souvent, c'est la toux chez les enfants. Les petits rhumes, les petites rhinopharyngites, tous ces petits virus-là. Et souvent, la nuit, ils peuvent tousser. Alors, la journée, ça peut à peu près aller. Et la nuit, quand on les couche, ils toussent. Et nous, on les entend tousser. Et on n'arrive pas à dormir parce qu'on se fait du souci. Donc, c'est pas... Et là, j'ai un remède qui est miraculeux, de l'ordre du remède de grand-mère. Alors on peut mettre tout simplement du linge mouillé à sécher dans la pièce. En fait, ça va humidifier l'air, ou plus simplement faire bouillir de l'eau qu'on mettra dans un récipient ou un saladier avec du thym ou du romarin, ou même de l'eau toute simple si on n'a pas ces herbes-là. Et la vapeur va humidifier l'air et fluidifier les sécrétions dans les bronches, et généralement dans les 5 minutes qui suivent, l'enfant, le bébé, il ne tousse plus. Et ça, je trouve que c'est vraiment génial, quoi. En tout cas, je l'ai utilisé très très souvent, quoi. Après, il existe plein de petits remèdes, couper un oignon à mettre sous le lit quand l'enfant a de la fièvre. Bon, moi j'ai essayé, j'ai pas... à essayer, mais voilà, moi j'ai pas trouvé ça forcément probant. Mais dans les choses que je peux utiliser, il y a aussi les fleurs de Bach. C'est tout un petit rituel avec les enfants, ils peuvent avoir leurs petites fleurs, c'est comme un câlin pour eux. Puis on parle, alors mais qu'est-ce que t'as? Alors ok, on va peut-être choisir cette fleur-là. Est-ce que t'as pris tes fleurs aujourd'hui? Ah non, j'ai pas pris mes fleurs. Donc voilà, il y a comme une petite complicité qui va se créer autour de ce rituel-là, et ça marche souvent très bien. Et en plus, ce qui est bien aussi, c'est que quand l'enfant ne va plus réclamer sa petite fleur, souvent c'est que ça va mieux. Et une autre chose aussi que j'utilise assez régulièrement, c'est la relaxation au moment du coucher. Bon, n'importe quel parent, en tout cas j'aime à penser que chez n'importe quelle maison avec des enfants, le coucher peut être compliqué. Et la relaxation, c'est vraiment déjà c'est du temps qu'on prend pour eux, parce que souvent les enfants, ils n'ont rien à vous raconter quand vous les retrouvez au moment de la sortie de l'école. Par contre, au moment du coucher, c'est là que tout s'est passé. Donc déjà, ça permet, on va dire, de combler leur petit réservoir affectif, d'être présent à ce moment-là. Et puis, de leur apprendre, en fait, à prendre de la distance sur des événements de la journée. Moi, ce que je leur fais faire souvent, c'est que je leur fais mettre tous leurs petits bobos, leurs petites contrariétés dans un nuage, et qu'on va souffler avec la respiration, et qu'on va emmener loin, loin, loin de nous pour faire un gros dodo. Et souvent, en 10 minutes, un quart d'heure, ils s'endorment, quoi. Donc c'est très efficace. Et ce qui est bien aussi pour les parents, c'est que souvent, pareil, au moment du coucher, il y a un bobo qui arrive et qui est souvent très très grave. et avec la relaxation, de voir que miraculeusement le bobo a disparu. En tant que parent, ça peut aussi nous rassurer, c'est pas l'appendicite, c'est pas une méningite, tout va bien. Voilà, le bobo est dans le nuage, on peut dormir tranquille. Ouais, et puis ça aussi, c'est des super outils en fait pour la suite de la vie, quoi. Se dire déjà dans la petite enfance, si on peut apprendre à prendre du recul avec nos émotions, à les identifier, ne serait-ce que ça, je trouve ça génial en fait. Ouais. Alors après, c'est pareil, c'est comme l'alimentation, faut pas non plus... c'est une proposition. Moi, je sais que je le fais à mes 3 enfants, les plus grands, mais la petite, elle dit toujours non. Non, moi je fais pas la relaxation. Mais comme elle est dans la même pièce, elle écoute malgré elle, et elle s'endort tout autant. Mais moi je lui dis, il n'y a pas de problème, tu fais pas la relaxation, pas de problème. Et c'est rigolo, quoi. Je la braque pas. Mais finalement, elle le fait comme les autres. Et il y a un nouveau truc qu'on fait là, très récemment, que j'ai fait comme ça une fois à table, et j'ai vu que une de mes filles, elle se l'est très bien appropriée. C'est au moment du dîner. C'est vrai que c'est un moment où on se retrouve en famille, et puis parfois on peut avoir tendance à parler des devoirs, qu'est-ce que t'as fait, un peu des choses contraintes, et je trouve que c'est pas une super idée finalement. Et il y a pas longtemps, j'ai dit chacun va dire 3 belles choses qu'il a fait, 3 bons moments qu'il a eu dans la journée. Et puis des fois c'est des choses qu'on dit comme ça, puis après on oublie.
et ma fille, ça fait plusieurs repas qu'elle est... Mais alors, c'est quoi les 3 belles choses aujourd'hui? Donc elle nous dit 3 choses qu'elle a appréciées dans sa journée, puis on fait le tour de la table. Et en fait, c'est bien parce que déjà, on consacre un temps à chacun, et puis ça met un peu de conscience sur des bons événements plutôt que d'attention portée sur des difficultés qu'on a eues dans la journée. Ouais, et puis d'autant plus que le moment du repas, on sait en naturo que c'est mieux si ça se fait dans un contexte de calme, où il n'y a pas de contrariété, etc., pour avoir une meilleure digestion derrière. Donc c'est d'autant plus important en fait de faire ça à ce moment-là, quoi. Et je trouve intéressant de voir comment les enfants ils s'approprient ces choses-là aussi. Parce que même des fois sur l'alimentation, il y en a un qui peut dire bah non, hier on a mangé des pâtes ou des croques. Non, faut qu'on mange des légumes, quoi. Ou qu'ils le disent à leurs copains, des choses comme ça. Donc c'est vraiment rigolo, quoi. C'est vraiment rigolo. Et est-ce que finalement, quand des enfants vont à l'école, se retrouvent avec d'autres enfants, est-ce que toi, tu as l'impression qu'il y a, des fois vraiment des divergences de mode de vie avec d'autres parents? Enfin, comment tu arrives à gérer ça si ça se présente, en fait? Est-ce que c'est quelque chose que tu as pu observer Oui, ça c'est sûr, hein. C'est pareil, c'est une vraie difficulté. Hein. Après, ça dépend de l'environnement dans lequel on évolue, mais pour ma part, oui, je pense notamment au goûter à l'école primaire. Les parents doivent fournir le goûter et en fait c'est une catastrophe et moi je me sens pas du tout soutenue ni par mon environnement ni par la société parce qu'il y a des enfants qui ont des chips, du soda, des choses comme ça et moi je vais donner des pommes, des compotes, un peu de gâteau de temps en temps mais moi, mes enfants, ils m'ont souvent dit « Mais maman, on a des goûters nuls, est-ce qu'on peut avoir des goûters bien goûter bien, comprendre, crêpes industrielles avec chocolat dégoûtant. » Ok. Mais je pense que c'est un passage, déjà, d'une part. Il y a des moments, en fait, il y a des moments de friction comme ça qu'on va rencontrer en tant que parent, mais comme on rencontre sur tous les sujets en matière d'éducation. Et puis l'éducation, c'est aussi beaucoup de répétitions. Il faut s'accrocher, mais je suis persuadée que ça porte ses fruits, quoi. Il n'y a pas longtemps, mon fils il m'a quand même dit cet été maman, je suis sûre que j'ai une maladie avec papa, vous me cachez, j'ai une maladie, je suis trop mec, c'est pas possible. Alors qu'il est de corpulence tout à fait normale, quoi. Mais bon, voilà, je dis bah non, en fait heureusement t'as pas de maladie, quoi. Donc après faut aussi voir ce qu'eux ils peuvent se dire dans leur tête et puis encore une fois comme je disais tout à l'heure ne pas être trop rigide ni dogmatique. Moi de temps en temps je leur achète un donut affreux, je pleure et puis voilà, quoi. Et puis ils sont contents, mais je leur dis bah c'est de temps en temps. Mais de temps en temps, c'est pas tous les jours. Mais c'est ça. C'est pas de temps en temps dans la journée. Ouais, trouver l'équilibre aussi entre l'alimentation qu'on peut avoir à la maison et puis de temps en temps, comme tu dis, se faire plaisir, manger quelque chose de sucré, Et puis encore une fois, ils s'aperçoivent bien eux-mêmes que finalement, quand on va manger à l'extérieur un burger par exemple, finalement celui que papa il fait à la maison il est vraiment meilleur. Donc oui, peut-être que c'est mieux de manger à la maison, quoi. De s'autoriser en tout cas ça à la maison. Et puis quand on fait de la cuisine aussi avec eux, ça leur donne le goût. Voilà, on est encore dans une histoire d'habitude. Et puis, je trouve que là, il y a un passage à l'adolescence, quand on voit tous les ados qui ont plein d'acné, tout ça. Moi, je sais que mon fils, je lui dis, il y a des choses à pas faire si tu veux pas avoir d'acné. Il y a une partie hormonale, mais il y a quand même une hygiène alimentaire à avoir. Il veut être footballeur aussi, c'est pareil. Je lui dis, footballeur, c'est pas que bien jouer au foot. C'est aussi derrière une hygiène de vie. Et c'est ce qui fait la différence pour les champions. Et ça, ils le comprennent très bien, les enfants. Si tant est qu'on leur explique et qu'on soit déjà informés soi-même. C'est ça. C'est que souvent, les parents n'ont même pas l'information, en fait. Donc, forcément qu'ils font pas les mêmes choix derrière. Alors que peut-être que s'ils avaient eu l'information, ils changeraient... ils feraient pas les mêmes choses.
Oui, enfin, moi je veux vraiment pas blâmer les parents parce que c'est pas facile. Hein. Et le sucre, moi je leur explique, c'est une drogue, c'est une vraie addiction. Pourquoi quand on mange un gâteau bien sucré, on a frénétiquement envie d'en manger un second, c'est pas le fait du hasard. Et c'est pas juste de ta faute parce que t'es gourmand, c'est addictif. Et puis il y en a partout, donc voilà. Et ils le voient très bien. Encore une fois, je peux leur faire la comparaison. Est-ce que quand tu manges une pomme, t'as tout de suite envie de manger une deuxième pomme ? Non, t'es rassasié. Quand tu manges un cookies ou un donut, t'as tout de suite envie d'en manger un autre. Déjà, tu l'as englouti en 2 secondes et t'as envie d'en manger un autre. Pourquoi ? Et ils réfléchissent, ils comprennent. En fait, avec tes propres enfants, tu vois, tu mets déjà plein de choses en place, t'essayes plein de choses, et je me dis, ça c'est super parce que après, en consultation, quand t'as des parents qui vont venir te voir, tu vas avoir une expérience en dehors des cours et de tout ça qui est très théorique, en fait. Tu vas avoir, toi, tes propres expériences qui vont pouvoir guider d'autres parents. Donc ça, je trouve ça vraiment génial. Oui, ce sont mes premiers cobayes. Après, moi, j'adore les enfants. C'est vrai que je vois quand je fais des sorties avec l'école, je sais pas, je suis vraiment émerveillée par leur monde, leur petite façon de réfléchir, les anecdotes qui peuvent sortir. Il y a plein de choses mignonnes. La dernière fois, ma fille, on était dehors, elle m'a demandé « Mais maman, est-ce qu'il y a des étoiles de jour ?» Je trouve ça trop mignon en fait. Et voilà, voilà, j'aime bien. Enfin, c'est comme un peu pénétrer leur monde, quoi. Alors, est-ce que pour finir, tu aurais des lectures à nous conseiller, aux parents, qui ont envie d'en apprendre un petit peu plus sur des façons plus naturelles de faire? Moi, j'ai trouvé beaucoup de ressources dans les livres. Hein. C'est vrai que déjà, j'adore lire. Et puis, je trouve que c'est quand même une mine de connaissances. Et il y en a un que j'ai découvert cet été, qui est plus sur l'éducation en tant que telle que la santé. Mais bon, ça... Comme on fait de la naturopathie holistique, forcément, ça a son importance. C'est un livre qui est récent, qui date de 2021, qui s'appelle « Chasseurs-cueilleurs parents », qui a été écrit par une Américaine qui s'en sortait plus en fait avec l'éducation de sa fille. Sa fille avait 3 ans à l'époque et elle était vraiment complètement dépassée. Et comme elle avait eu l'occasion de voyager grâce à son travail, elle est partie avec sa fille un petit peu en quête d'informations auprès des cultures ancestrales pour voir comment eux ils élevaient leurs enfants. Et finalement elle s'est aperçue que ils n'étaient pas du tout confrontés aux mêmes problèmes que nous, quoi. Que les enfants ils aidaient, ils participaient, ils n'étaient pas, comme on peut dire, pourri gâtés comme ils le sont dans notre société. Et donc elle est partie chez les Mayas, chez les Inuits et chez les Hasda en Tanzanie. Et c'est vraiment un livre que j'ai beaucoup aimé et je crois qu'il a beaucoup de succès. Mais moi-même, je ne le connaissais pas auparavant, donc ça, c'est un livre qui est vraiment très intéressant. Il y en a un autre qui est plus sur la grossesse, qui est un livre que j'ai vraiment adoré, qui m'a accompagnée tout au long de ma 3e grossesse, qui s'appelle La grossesse au naturel, je crois, d'Ina May Gaskin, qui est une sage-femme, une américaine aussi. Et ce livre, pour moi, c'est vraiment la Bible de la grossesse. Enfin, s'il y a un livre à lire, c'est celui-là, quoi. Parce qu'il est en 2 parties. La première partie, c'est que des témoignages de récits d'accouchement de femmes qui ont bien vécu leur accouchement. Et donc là, on sent quand même la force de la pensée. Avoir ces lectures quand on est enceinte, quand même ça aide à se dire que le corps est fait pour ça, quoi. Le corps d'une femme est fait pour accoucher naturellement comme il le fait depuis des milliards d'années, quoi. C'est naturel, le corps est fait pour ça, quoi. Et la deuxième partie, elle est beaucoup plus scientifique, médicale. Il est très documenté, ce livre, il fait, je crois, 1000 pages. Et il répond à peu près toutes les questions qu'on peut se poser. Il est très rassurant, il y a beaucoup d'études, je l'ai dit, mais de remèdes pour tous les maux de la grossesse. C'est vraiment un livre qui est vraiment bien fait, quoi. Sur les enfants, plus particulièrement, j'en conseillerais 2.
Un livre plutôt pratique qui s'appelle Mon bébé en toute sérénité, qui est écrit par Corinne Daudelin-Bricou, qui est pédiatre et homéopathe, et Sophie Dumoutet, qui elle est diplômée en psychologie cognitive et elle est prof de yoga. Là, c'est vraiment le livre du quotidien, on va dire, hein, à la fois du développement de l'enfant, tout petit, je crois qu'il va jusqu'à 3 ans ou peut-être plus, qui donne des conseils sur l'alimentation, qu'est-ce que je fais, mon bébé a de la fièvre, qu'est-ce que je fais, telle maladie, enfin voilà, très, très documenté, un livre à avoir sous la main et qu'on sort comme ça, qu'on feuillette, qu'on va chercher si on a un problème. Et puis un dernier livre qui s'appelle La santé des enfants non vaccinés, qui est un livre qui est écrit par Françoise Berthoud, qui est un médecin, elle est pédiatre, elle est suisse, elle est homéopathe aussi. Et ça, c'est un livre un peu qui va inviter à la réflexion. Son titre exact, c'est Au-delà de la polémique d'ailleurs, La santé des enfants non vaccinés, au-delà de la polémique. Et c'est vraiment un livre qui amène à réfléchir et par rapport à ce qu'on disait sur la naturopathie, la force vitale, l'auto-guérison, voilà, c'est un livre qui pousse à la réflexion sur les maladies infantiles et leurs bénéfices pour les enfants. Eh ben super, je noterai évidemment toutes ces ressources sur les réseaux sociaux, comme ça vous pourrez les retrouver aussi. Mais en tout cas, moi, il y a le premier livre dont tu as parlé qui m'intrigue beaucoup, donc ça me donne envie de le lire en tout cas. Ouais, il est vraiment ça a l'air super chouette. Alors Camille, merci beaucoup d'être venue dans Akibapla Podcast. Donc tu disais tout à l'heure le nom de ton compte Instagram. Est-ce que tu peux dire où est-ce qu'on peut te retrouver, si on a envie de te poser des questions, comment on fait ? Alors pour le moment, j'ai que le compte Instagram qui s'appelle Les Lois Naturelles, mais je pense qu'avec mon nom, on me retrouve aussi. Alors c'est encore un peu, on va dire, en fonction de ce que je peux faire. Donc voilà, je partage parfois des recettes, parfois des émotions, enfin différentes choses. Un peu, c'est intuitif, on va dire encore pour le moment, plus que. Mais ça va évoluer très prochainement. C'est en cours d'évolution. Merci beaucoup, franchement j'ai été ravie de te recevoir et je pense que voilà, franchement on pourrait faire d'autres épisodes vraiment sur des thématiques un peu plus restreintes, je dirais, un peu plus des choses un peu plus spécifiques, parce que c'est vrai que là en fait on pourrait en parler très longtemps parce que c'est très très large, il y a beaucoup de choses à dire. Mais voilà, je pense que c'était un bon épisode en tout cas pour commencer à voir un petit peu ce qu'on peut mettre en place dans la vie de tous les jours avec des enfants, pour faire en sorte qu'ils soient en bonne santé. Ouais. Est-ce que tu as un petit mot à ajouter pour conclure ? Pour conclure, je dirais que en fait, il faut écouter ces enfants et les regarder parce que ils nous disent de quoi ils ont besoin. Un bébé, quand il pleure, en fait, à son pleur, on sait ce qu'il a. On l'entend. Et aussi, il faut se faire confiance. Il faut vraiment faire confiance à son instinct, à son sentiment. Surtout de maman, c'est pas que je mets les papas de côté, mais le petit bébé, il est encore très proche de la maman, c'est très fusionnel. Et on voit bien que la relation, elle évolue après au fur et à mesure du temps. Et voilà, se faire confiance, avoir confiance en son ressenti, et puis après, se nourrir d'informations et de connaissances, mais toujours avec ce qui résonne pour soi. Ce sera toujours ça qui sera juste. Merci beaucoup Camille. Merci à bientôt. Beaucoup à toi. À bientôt Audrey. C'était Akibapla, le podcast local à l'accent chantant pour cultiver le bien-être et la joie de vivre au quotidien. Pour retrouver toutes les actualités et connaître le nom des prochains invités en avant-première, abonnez-vous à la page dédiée sur Facebook et Instagram. Prenez soin de vous.